Merci à toutes et tous d'être revenus, d'être restés avec nous. Et je vais tout de suite donner la parole à Chloé Langeard, qui est directrice du service universitaire d'action culturelle de l'Université d'Angers, pour introduire cette session. Voilà, donc on m'a demandé effectivement de dire quelques mots sur la politique culturelle de l'Université d'Angers pour aussi pouvoir éclairer finalement la place d'un musée des féminismes au sein de l'Université d'Angers et voir finalement comment ce musée pouvait faire écho à la politique culturelle menée. Alors déjà quand même rappeler, alors moi je suis maître de conférence aussi en sociologie de l'art et de la culture, spécialisée dans les politiques culturelles, donc déjà quand même commencer à rappeler que la place de la culture à l'université, c'est quand même un défi, et ça reste encore un défi. Pourquoi? Parce que l'université, en fait, n'a jamais été pensée comme un acteur des politiques culturelles, alors même que depuis longtemps, l'université, bien évidemment, mène des politiques culturelles. Et en particulier, ces politiques culturelles, en fait, elles ont été légitimées à partir de 2013. Réellement 2013, puisqu'il y a eu la convention cadre interministériel signée entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui prône le fait que l'université soit un lieu de culture. Et puis dernièrement, on a une nouvelle convention de 2024 intitulée Campus Territoire de Culture et qui met en avant notamment 3 objectifs spécifiques: développer les coopérations et partenariats, favoriser la participation de tous et toutes à la vie artistique et culturelle, et enfin affirmer le rôle d'acteur culturel joué par les universités et donc les campus. Donc l'Université d'Angers cherche à travers sa politique culturelle à développer auprès de sa communauté universitaire, donc étudiants, étudiantes, personnel de l'université, mais aussi d'un large public, un cadre propice à la diffusion donc de la culture et de la créativité, ça c'est un premier point, mais aussi plus récemment à diffuser la culture scientifique et technique, notamment via des médiums artistiques. Donc depuis 3 ans, avec la création du service UA Culture, nous travaillons à la structuration et à la mise en œuvre d'une politique culturelle universitaire qui s'incarne notamment à travers une charte culturelle, je ne vais pas vous la lire, elle fait 10 pages, mais qui précise, et ça me semblait important, les grands axes stratégiques de la politique culturelle de l'Université d'Angers. On en retiendra 2 points majeurs. Premier point, c'est favoriser, on l'a rappelé notamment avec l'exposition, favoriser l'accès du plus grand nombre effectivement à la culture, aux œuvres, aux pratiques culturelles. L'idée étant de réduire aussi la disparité des publics étudiants qui, du fait de leur parcours antérieur, du fait de leurs origines sociales, sont inégalement préparés à l'acquisition des savoirs. Et on le sait d'autant plus aujourd'hui puisque les réalités socio-économiques de ces étudiants et étudiantes sont bien différentes de celles des héritiers. Et deuxième grand point stratégique, parce que cette culture, justement, elle s'exprime au sein d'une université. Et ça me semble, on l'a rappelé, extrêmement important, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir promouvoir et transmettre cette culture scientifique et technique, notamment par le biais de médiums artistiques. Ce qui fait, de mon point de vue, que l'université, en particulier l'Université d'Angers, reste un opérateur extrêmement singulier dans la vie en tout cas culturelle locale, puisqu'elle s'appuie sur sa matière première, à savoir la recherche. C'est ce qui fait aussi une autre spécificité par rapport à d'autres acteurs culturels, lieux, services culturels, et c'est pour cela que depuis 3 ans, on met en place un axe thématique annuel, un axe qui fait écho aux thématiques de recherche travaillées donc au sein de nos laboratoires de recherche et qui va venir colorer notre programmation tout au long de l'année, notamment pour avoir plus de visibilité en interne auprès des formations et puis de la communauté, donc des enseignants, chercheurs, mais aussi des étudiants et étudiantes. Donc on a choisi la nature en 2022, les corps en 2023, l'engagement en 2024 et puis en 2025 ce sera mythe et pouvoir. Alors bien évidemment, pour mettre en place cette politique culturelle, il faut des moyens et on a quand même cette chance à l'Université d'Angers de pouvoir disposer de 3 lieux de diffusion, 2 galeries d'art contemporain au sein de chacune des bibliothèques universitaires et puis d'une salle de spectacle, le 4 au sein du campus donc Saint-Serge. Bien évidemment, on intervient aussi sur les campus,
in situ pour être au plus proche en fait des étudiants et des étudiantes, mais aussi chez nos partenaires culturels pour justement ouvrir en fait la création et la diffusion sur le territoire. Et donc pour cela on travaille avec une trentaine de partenaires culturels sur Angers, mais aussi les campus délocalisés, à savoir Saumur et Cholet. On a mis en place récemment aussi un dispositif d'artistes associés qui me semble important de rappeler, qui permet en fait sur 2 ans d'avoir un artiste à demeure qui va bénéficier de temps de résidence de création sur les campus avec des répétitions publiques donc ouvertes à tous et toutes, qui va aussi mener des créations collectives avec nos étudiants, des ateliers de pratique et qui permet donc d'affirmer l'Université d'Angers comme étant un acteur culturel en tout cas du territoire. Cette mise en œuvre de cette politique culturelle, elle repose aussi sur, et on l'a dit lors des conférences, la transmission, le faire, l'expérimentation, la compréhension et la découverte de la création sous toutes ses formes, à travers des ateliers de pratique, des sorties culturelles, des stages et des médiations qui, je le rappelle, sont ouvertes à tous et toutes, mais surtout gratuites. Ça, c'est un point essentiel. En tout cas, elles sont encore gratuites. Alors comment l'exposition s'inscrit dans cette politique? Cette exposition Les Femmes sont dans la rue entre donc en résonance avec notre politique culturelle, puisqu'elle s'inscrit d'abord dans la thématique annuelle du service qui est celle de l'engagement, et puis surtout elle intègre un événement d'établissement, Arts et Sciences, donc le mois du genre, dont la thématique est militée, et surtout dont l'objectif pour le mois du genre est de faire dialoguer à la fois des propositions scientifiques, mais aussi des propositions artistiques. L'idée étant de faire dialoguer donc chercheurs, mais aussi artistes, pour pouvoir impliquer l'ensemble de la communauté universitaire en créant à chaque fois des ponts entre la recherche et les formations, bien évidemment aussi les associations étudiantes, ça me semble important. Et puis elle permet aussi d'envisager une mixité des publics, parce que bien évidemment, souvent, on nous dit c'est une salle, par exemple la salle de spectacle, c'est une salle finalement que pour les étudiants. Non, en fait, l'idée c'est encore une fois de pouvoir penser l'ouverture de l'université sur la cité et donc de penser cette porosité entre ce qui semble être le territoire symbolique de l'université et puis le reste finalement de la ville. Et donc c'est au final rappeler que l'université ne se résume pas à un lieu de recherche, de diffusion et de transmission de savoir académique ou encore scientifique, mais que justement par son engagement, elle peut devenir un lieu d'émancipation et de transformation de la société via justement le pas de côté qu'elle permet, notamment en créant les opportunités de dialogue entre d'un côté l'art et la culture, c'est-à-dire le sensible, l'émotion, et puis de l'autre les savoirs scientifiques. Et c'est une émancipation en tout cas que promeut cette exposition, notamment en rendant visibles toutes ces femmes qui ont investi la rue pour pouvoir obtenir, conquérir des droits qui sont loin d'être immuables. Voilà. Merci. Merci Chloé. Il me revient désormais d'animer cette séance qui est intitulée À la rencontre des œuvres, leur provenance, leur voix, leurs enjeux. Et je vais commencer par excuser Kelly O'Sullivan, qui est chargée de mission et égalité à l'Université d'Angers et qui devait co-animer avec moi et qui n'a pas pu être présente parmi nous. Donc juste pour vous dire 2 mots, je suis directeur adjoint archives et recherche à la Bibliothèque universitaire d'Angers. Et donc, comme il a été évoqué plusieurs fois depuis ce matin, la Bibliothèque universitaire d'Angers accueille depuis 2 décennies maintenant le Centre des archives du féminisme. Et au niveau du CAF, ce qu'on appelle le CAF, on a mis beaucoup d'énergie et nos priorités sur la collecte, sur le classement, la conservation et la mise à disposition des chercheurs et des chercheuses des archives qui sont conservées ici. Et je souligne au passage le travail fait par France Chabot et Laurence Le Gall qui travaillent dans notre service au bon fonctionnement du CAF. Mais effectivement, on avait un manque au niveau du CAF, c'était la valorisation de nos documents. Il y avait une valorisation qu'on pourrait qualifier d'indirecte, c'est-à-dire que les chercheuses, dans la publication qu'elles pouvaient faire de leurs articles, dans le meilleur des cas, avaient la possibilité d'illustrer leur article et de donner à voir ce que nous pouvions conserver. Mais c'était quelque chose sur lequel nous avions bien conscience qu'il fallait travailler.
Donc évidemment, l'exposition qui est proposée aujourd'hui, c'est un mode de valorisation qui est au-delà de ce que nous avions imaginé dans un premier temps. Donc c'est important pour le CAF, mais surtout, comme vous l'avez constaté, même si on a des sources qui sont importantes chez nous, l'exposition, elle avait aussi et surtout l'ambition de rassembler des documents qui dépassent nos propres collections. Donc, comment les œuvres présentes dans l'exposition témoignent des mobilisations des femmes dans l'espace public? C'est ce qu'on va essayer d'aborder maintenant avec les intervenantes que je vais vous présenter, en commençant par votre droite, dans mes notes, donc Nicole Fernandez-Ferrer, qui pendant près de 20 ans a été déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui, notamment à ce titre, participe au réseau du Centre des archives du féminisme depuis ses débuts. Et puis elle pourra nous expliquer le sens que peuvent prendre les œuvres qui ont été prêtées par le centre dans le cadre de cette exposition. Vous avez à ses côtés Cupé Fedel, qui est militante et photographe, et qui a certaines de ses photographies qui sont présentes dans cette exposition. À ses côtés, vous avez Alice C, qui s'intéresse aux questions liées au genre et au street art, et donc se posera la question que vous avez vue dans une partie de l'exposition. On a la place du street art, la question de ce qu'on donne à voir, et même la présence du street art dans une exposition, une art qui au départ n'est pas nécessairement conçue pour se retrouver dans un musée. Et puis nous avons également Marie Hamelin, qui a réalisé un mémoire sur des biblios féministes en réseau, conservation, matérialité, circulation des objets de la bibliothèque Marie-Louise Bouglet à Paris, avec qui nous pourrons échanger sur la matérialité des objets, qui ont une place importante dans cette exposition. Et puis Ludivine Bantini, qui était avec nous depuis ce matin et tout au long des échanges, qui en tant que commissaire de l'exposition, évidemment, est la première et la mieux placée pour nous expliquer aussi quel est le sens qu'elle a donné aussi dans le choix des objets et des documents qui sont présents ici. Je retrouve mes notes. Ce que j'ai retenu en fait de l'exposition, que comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert ce matin aussi dans sa finalité, et puis des échanges qui ont été évoqués au long des tables rondes plus tôt dans l'après-midi, c'est que une des forces, me semble-t-il, de cette exposition, c'est qu'on a quelques documents indirects qui témoignent des femmes et de leurs actions, mais surtout, on a des documents qui témoignent non seulement des actions des femmes, mais qui donnent à voir leur action et qui permettent d'incarner des luttes. On a parlé d'imaginaire, etc. Et donc, ma première question, elle n'est pas adressée à la commissaire d'exposition qui pourra nous partager son choix des œuvres, mais ce que j'avais envie d'avoir comme premier élément, c'était le ressenti de trois de nos intervenants qui ont été ce qu'on appelle des providers, donc qui ont fourni des œuvres. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est quel est le ressenti de trouver vos œuvres, certaines œuvres, dans cette exposition, cette première exposition de préfiguration d'un musée des féminismes. Est-ce qu'il y a un sens particulier? Dans l'après-midi, il a été évoqué que dans un grand nombre d'expositions, dans le meilleur des cas, il y a une sous-salle ou une sous-thématique et permet d'évoquer la place des femmes dans le sujet de l'exposition. Et là, effectivement, les femmes, les luttes des femmes, les féministes sont au cœur de cette exposition. Donc est-ce que vous-même, en tant que représentant de l'institution prêteuse ou en tant qu'artiste, vous mettez un sens particulier à ce que vos œuvres soient ici? Je veux bien commencer, mais je vais commencer par un point négatif, malheureusement, qui est dans les... Donc moi, le Centre Simone de Beauvoir sont des collections audiovisuelles, hein, donc vidéo, cinéma et un peu de photos, puis aussi des documents d'accompagnement écrits. Et là, en fait, ce qui se passe dans cette exposition et qui m'a... J'adore, je trouve l'exposition très bien, super intéressante, avec beaucoup de thématiques voilà, qui se mêlent. On voit les femmes, donc les féministes, qui sont à l'œuvre au cours des années. Et malheureusement, pour les documents audiovisuels, il y a deux choses négatives. C'est que les réalisatrices ne sont pas mentionnées, l'origine du fond n'est pas mentionnée. Il n'y a pas de cartel en fait, bon, vous allez pouvoir en remettre un je pense, mais voilà, je voulais dire que derrière ces films, il y a des réalisatrices ou des réalisateurs, des collectifs vidéo et des histoires donc, qui devraient être notées, et aussi une origine de fonds qui sont les fonds du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et l'autre chose aussi pour moi qui est dérangeante, c'est que nos archives soient mélangées à celles de l'INA.
l'INA, donc c'est la télévision française ou la radio française, ça tout le monde le sait, publique, mais aussi des télévisions, des radios privées. Alors que les fonds du Centre Simone de Beauvoir, c'est des fonds faits par des féministes, enfin des films faits par des féministes ou par des collectifs engagés qui n'ont pas un regard surplombant par rapport à ce qui se passe, mais qui sont à l'intérieur même de ce qui est montré. Donc c'est parce que j'ai discuté avec des jeunes étudiants qui disaient « Ah, c'est quoi ce truc avec ces femmes qui ont l'air de laver du linge dans une fontaine ?» Et donc je leur ai expliqué, c'est la grève des femmes en 1974. Il n'y a pas de son, en fait, parce que le son a été perdu, ça a été tourné en Super 8. Et donc j'ai discuté comme ça avec eux, mais tout d'un coup je leur ai dit, mais c'est pas marqué, parce que j'avais même pas remarqué au début qu'il n'y avait pas de cartel, et donc il n'y a pas les cartels. Donc je trouve fort dommage. Voilà. Donc je commence par quelque chose de pas très sympathique. Hein. La réponse est... Oui, en fait, les cartels ne sont pas présents à côté, mais ils sont au début de la vidéo. Ils ont été intégrés. Et donc si la personne, les vidéos sont relativement courtes, entre 45 secondes et 3 minutes. Donc si on regarde l'entièreté de la vidéo, on voit en fait passer le titre et tout qui provient de la vidéo intégré à la chaîne audiovisuelle. En fait, toutes les informations sont bien présentes, mais y compris bien sûr. Oui, j'ai vu, mais il faut tout regarder si vous voulez pour nous, parce que il se trouve que moi aussi je suis commissaire d'exposition, enfin je suis une jeune vieille commissaire d'exposition, j'ai commencé très tard, mais que cette histoire de, rendre aux œuvres en fait leurs origines et les situer en pouvant lire, parce que tout le monde ne regarde pas en entier, surtout avec l'habitude qu'on a de regarder des images toute la journée. Enfin, tout le monde passe, regarde comme ça, et comme il y a des watermarks, enfin je ne sais plus comment on dit en français, l'INA par exemple, on voit que c'est l'INA, donc nous on aurait pu rajouter aussi un watermark Centre du geste Simone de Beauvoir pour que les gens sachent qu'ils sont en train de regarder. Voilà. Donc je commençais par ça, donc je suis désolée, mais je préfère le dire, et j'aimerais bien quand même qu'il y ait des cartels. C'est ce qu'on demande, nous, dans toutes les expositions où on présente nos films, et ils sont présentés un petit peu partout dans le monde. Parce que si on parle d'invisibilisation, il ne faut pas que nous-mêmes, on réinvisibilise des collectifs ou des vidéastes féministes. Et pour replacer aussi les choses dans leur histoire, je pense que c'est important aussi, en dehors de ce qui est montré, de redonner un peu de contexte historique pour faire beaucoup d'interventions dans des universités, des écoles d'art, mais aussi dans des collèges et des lycées. On sait qu'au niveau historique, on a besoin, c'est normal, les gens plus jeunes ne connaissent pas nécessairement ce qui s'est passé à cette époque, de redonner du contexte. Je ne vais pas vous apprendre ça à vous, parce que moi je ne suis pas historienne, mais vous l'êtes, de redonner un peu de contexte à ces œuvres audiovisuelles. Je sens que j'ai jeté un peu. Non, pas du tout, mais je précise parce que l'accusation est quand même un peu rude, donc je me permets, c'est sûr, une invisibilisation, ça serait dommage de le penser. Donc je rejoins, merci à Lucie d'y avoir insisté, évidemment que tout est documenté. C'est vrai que le choix de la scénographe, pour ce qui concerne, parce que c'est un travail d'équipe, comme vous l'aurez compris, et donc Marie-Gabrielle Verdoni a choisi aussi de rompre ce qui aurait été peut-être finalement assez monotone sur les cartels, et elle a proposé qu'il y ait une intégration de toutes les informations concernant les vidéos, et bien sûr leurs sources, et bien sûr leurs protagonistes, et leurs réalisatrices à l'intérieur même, sachant que ce sont des films assez courts, des vidéos assez courtes, donc de ces œuvres. Mais contribuer à une invisibilisation, ça serait vraiment terrible. Non, et je pense c'est pas le bon mot, je suis pas ce qu'on a fait. Non, mais pas du tout. Mais non, ce serait l'équipe que vous auriez. Alors, truc positif, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Non, il y en a plein. Il y a quelque chose qui est vraiment très bien, c'est les traductions qui ont été faites en anglais, qu'on ne voit pas forcément au départ. Vous savez, il y a des petits codes barres, des QR codes, et on a des traductions, et donc j'ai appris que c'était des étudiantes en traduction qui avaient fait ce travail, et ça c'est vraiment génial. Hein. Parce que ça veut dire que l'expo, si elle circule après, ou même si elle est là, que des personnes qui sont anglophones peuvent aussi en profiter. Voilà, ça fait un truc. Merci Nicole. Je laisse la parole à l'UPFBL ou à l'IC sur la question de votre perception. De ce que je ressens, oui. De ce qu'on ressent. Oui. Alors, pour moi, je me sens plus transmettrice d'une histoire lilloise, au niveau local, d'une histoire militante. De par la collecte des objets, déjà.
où j'ai pris plaisir à emmener toute une bande qui était très, très en joie aussi pour la collecte et pour faire comprendre à quel point il était important de pouvoir archiver tous ces objets qui traînaient dans les caves humides qu'on allait perdre. Donc voilà, et pour les photos militantes, parce que je fais d'autres photos, je le sens plus comme ça aussi, c'est-à-dire que je suis actrice en tant que militante dans les manifestations, pas seulement féministes, pas que. Et en fait, je transmets aussi ce que je vois, ce que je ressens, et j'espère que ça marche. Après, à partir du moment où la photo est exposée, la perception qu'on en a, enfin la perception que les gens en ont, ça ne m'appartient pas. Mais en tout cas, j'espère que l'histoire et ce que je ressens en manifestation est transmis par les photos. Voilà. Merci. Il faut peut-être souligner que QP Fedel est l'autrice de la photographie de l'affiche, que vous voyez aussi en vitrophanie à l'entrée. C'était un magnifique travail. Non seulement tu nous as offert cette œuvre parmi d'autres œuvres de toi, mais il y a eu un travail collectif auquel tu as pleinement contribué pour faire en sorte qu'il corresponde pleinement aux attentes. C'était quand même un enjeu très fort et c'est une photo qu'on trouve toute magnifique et très, esthétiquement très réussie, très forte, mais aussi avec un sens puissant. Il y avait une joie malgré la pluie ce jour-là. Mais voilà, c'est tant mieux si ça transparaît en tout cas. Alice. Oui. Alors, moi, voir mes pochoirs, c'est des photos de pochoirs in situ qui sont exposés pour la partie sur les murs. Évidemment, ça me ravit. Et la lecture que j'en ai, c'est qu'en fait, je vois qu'on montre le street art comme un outil de diffusion de la pensée féministe. Et je pense que c'est vraiment un très bon outil de pédagogie féministe. Sans vous inciter à vous munir de bombes aérosols, ça reste un délit, donc après chacune prend ses risques, mais c'est vrai que, moi à côté de ma pratique artistique, je fais aussi des recherches sur la place des femmes dans le street art, et du coup je mène des entretiens avec des femmes street artistes, et ce qui revient, souvent il y a un peu trois raisons de faire du street art. Il y a un but artistique, donc c'est un peu le discours qui dit on va embellir la rue, la ville. Un but ludique, donc c'est de s'approprier l'espace urbain, qui peut être hostile pour les femmes, de dire que la ville est un terrain de jeu, et un but fonctionnel ou instrumental, donc là c'est la volonté de diffuser un message politique. Évidemment les trois peuvent être mêlés. Et moi, en tout cas, ma démarche, c'est effectivement plutôt le troisième, c'est d'essayer d'avoir un visuel assez simple, mais qui attire l'attention. Une phrase, une question un peu, pour interpeller. Et donc, je suis ravie que ça soit présenté au musée des féminismes. Et peut-être aussi dire qu'il y a des femmes street artistes, ce qui n'est pas une évidence quand on lit l'histoire du graffiti ou du street art, parce que malheureusement, même si c'est un courant artistique qui est récent, les femmes de ce milieu, et pas que les street artistes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'actrices dans le street art, beaucoup de femmes qui sont des actrices importantes dans le street art français, notamment des galeristes, qui ont promu le graffiti et le street art en France avant d'autres. Donc je pense que c'est important de le rappeler, parce que ni la rue ni le monde de l'art ne sont des lieux pour les femmes, a priori. Il y a des obstacles quand on veut qu'on est une femme et qu'on veut faire du street art. Faut descendre dans la rue avec un sentiment d'insécurité, et puis après il y a beaucoup de logique de boys club, d'entre-soi masculin dans le street art, donc on peut avoir une pratique assez dense dans la rue et avoir du mal à rentrer dans les espaces
plus institutionnelle ou plus professionnelle du fait de cet entre-soi masculin. Et d'ailleurs, c'est tellement un sujet qu'il y a une fédération nationale de l'art urbain qui s'est créée il y a quelques années et qui, cette année, avec le soutien du ministère de la Culture, enquête sur la place des femmes dans le street art. Merci. Alors, comme l'idée de cette session, c'est que ce soit aussi un échange avec la salle, préparez vos questions, vous aurez la parole juste après. Mais avant, j'aimerais poser une question à Ludivine Guantini. Tu nous as déjà, enfin, on a compris parmi les différentes interventions que tu as pu faire on a aujourd'hui un parcours qui est très riche, mais que pour autant, en fait, il n'est pas exhaustif par rapport à toute la documentation auquel tu as pu avoir accès. Et donc, deux questions. Un, est-ce que tu as quelques chiffres clés à nous donner sur peut-être le nombre d'institutions que tu as visitées, etc. Et puis ensuite, comment tu as travaillé sur l'identification, alors toi, directement de manière autonome, et ou avec l'aide des institutions qui ont pu t'accompagner, t'aider dans tes recherches? Merci beaucoup, et comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un grand enthousiasme de la part de ces institutions. J'en ai même été surprise. Par exemple, je me suis retrouvée un jour donc à la médiathèque du patrimoine et de la photographie qui se trouve dans un vieux fort qui n'est pas accessible au public. Et la confiance a été telle d'emblée, et voilà, la joie de pouvoir participer à ce projet, que je me suis retrouvée dans une salle incroyable avec des fonds de photographes, des cartons comme ça qui m'étaient donnés, allez-y là, il doit y avoir des choses, etc. Et parfois même des choses qui n'étaient pas inventoriées. Donc des fonds de Catherine Dedon, par exemple, de Michel Deluc, même de Gilles Caron. Donc voilà, et pour moi c'était une grande découverte. J'en ai beaucoup parlé autour de moi, de ce lieu vraiment très fort, très, très intéressant. Parce que je pense qu'il n'est pas encore assez connu, y compris dans le monde des historiennes et historiens, alors que c'est un trésor de collections nationales, des collections publiques, qui permettent aussi d'avoir un accès beaucoup plus facile que via les agences privées. J'ai été beaucoup aidée aussi, par exemple, à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, par les personnes qui s'occupent, par exemple, du fonds Roger Violet, qui reste un fonds privé, mais qui, avec ce partenariat avec la Bibliothèque historique de la ville de Paris, nous a permis d'avoir accès à là aussi, de véritables trésors, sans que les frais soient trop élevés. Mais j'ai fait aussi mon travail d'historienne de manière plus générale, en allant beaucoup en archives, des archives nationales, des archives départementales, des fonds très divers, évidemment. Bon, ici au CAF, c'est l'évidence, c'était premier. À la bibliothèque Marguerite Durand, donc voilà, il s'est agi. C'était une plongée comme on en a l'habitude quand on fait de l'histoire, pour finalement, c'est peut-être, puisque en fait avec Nicole on a commencé par un petit aspect négatif. Moi c'est pas un aspect négatif, mais je vous prie de m'excuser. C'est non pas une frustration, parce que je pense que, y compris mes amis, collègues, camarades qui, dans l'équipe de la FEMUS, de la bibliothèque, m'ont un peu invité à restreindre la taille des textes. C'est frustrant quand même, vous imaginez, parce que voilà, on travaille pendant 2 ans sur des sources, et in fine, voilà, toutes celles comme Nicole notamment qui ont réalisé des expositions le savent bien, voilà, il faut tout réduire dans des textes somme toute restreints. C'était une bonne chose, et je leur ségrais finalement, je trouve qu'elles avaient raison d'aller dans ce sens. C'est toujours comme ça, dit Christine, qui a connu aussi ces œuvres-là avec Parisienne citoyenne, une exposition magnifique, mais en effet, voilà, c'est un matériau considérable. Et donc c'était aussi un travail très collectif que de se dire, voilà, on retient tel ou tel objet. Après, une autre difficulté, c'était... comme on est dans un endroit qui est idéal pour une telle exposition, parce qu'il y a du passage, parce qu'elle est gratuite, parce que les étudiantes et étudiants peuvent venir librement, mais qu'on n'a pas j'aime pas l'expression de moyens humains, mais en fait on n'a pas forcément suffisamment de personnes qui peuvent préserver des œuvres qui sont très rares. Donc certaines œuvres malheureusement n'ont pas pu être obtenues en prêt. Je pense notamment, c'était quand même notre grand objectif dès le départ, avec Christine, avec Julie Verlaine, d'avoir des objets. Et on en a grâce à cette merveilleuse récolte féministe de la FEMUS, à laquelle tu as en effet énormément contribué.
collectivement, tout ça est très collectif. Mais voilà, il y a des objets de carnavalet. Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs de bijoux, de broches féministes qu'on peut trouver à Carnavalet, qu'on peut trouver à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Il y a aussi beaucoup de fonds, hein. Christine l'a souligné à plusieurs reprises à juste titre, à Angers, avec des objets, beaucoup d'objets. Mais voilà, ça reste difficile à exposer malheureusement. Donc ça fait partie de certaines limites qu'il faut interroger collectivement pour le projet. Est-ce qu'il y a une question ? Alors, moi, je ne suis pas du tout artiste ou historienne, mais il y a un point important, je trouve, à aborder, c'est la matérialité des objets qu'on peut notamment voir avec les photographies qui témoignent, qui documentent l'usage des objets politiques, donc des pancartes, voilà, la performativité. Ça permet de montrer comment les objets sont utilisés dans un contexte et à quelle période ou à quelle manifestation. Aussi, on peut s'interroger sur la production et la conception des objets. C'est une manière d'aborder la matérialité, donc c'est le processus. Est-ce que les objets ou les œuvres sont issus d'un processus artisanal ou en série? Est-ce que voilà, quel est le but de ces œuvres? Et enfin aussi, on peut s'interroger sur la mobilité, la diffusion de ces œuvres, la circulation. Où est-ce que ces objets, ces œuvres se retrouvent conservés actuellement? Où est-ce que ces objets ont circulé voilà, pendant des années et des années, et comment et grâce à qui? Cette exposition, voilà, elle montre aussi plein d'objets qui aujourd'hui sont valorisés au sein de cette exposition. Et peut-être pour aller dans le même sens, justement, l'exemple de la grève des femmes, c'est un exemple intéressant parce qu'à l'époque, il n'a pas pu être montré. C'était du super vite, d'abord le son était perdu, parce qu'il y avait le super vite d'un côté, moi je ne sais pas si vous connaissez un peu les trucs de cinéma, mais donc il y avait un enregistrement de l'image d'un côté, le son d'un autre. Le son avait été pris par une autre militante, elle n'a pas retrouvé pour l'instant, mais on espère toujours que dans un placard, dans une cave, un jour on va le retrouver. Et donc à l'époque, quand elles ont montré ces extraits, tout le monde s'amusait à deviner ce que les femmes disaient en fait, à lire sur leurs lèvres ou à se dire ah oui elle devait dire ça, ça. Les gens devaient leur répondre ça puisque c'était quelque chose de public en fait, comme une espèce de happening. Et donc il y a eu des reconstitutions qui ont été faites. Et c'est intéressant cette question de comment les œuvres étaient montrées à l'époque et comment aujourd'hui on peut continuer à les faire vivre et à les disséquer, les interroger, etc. Parce qu'il y a cette question, en tout cas pour l'audiovisuel, mais aussi un peu pour la photo, de est-ce qu'on a les bons appareils toujours pour les lire? Donc ça c'est une question qu'on a aussi parce que moi je suis archiviste en audiovisuel de formation, donc on a cette question aussi des appareils. Est-ce qu'on doit garder les appareils de l'époque pour toujours les montrer? Est-ce qu'on les transfère, mais donc on leur fait, c'est une vie nouvelle? Donc je pense que ça c'est un vrai point. Et la pérennité des œuvres, c'est aussi les recopier, les numériser, mais garder en même temps les originaux et aussi les appareils de lecture originaux. Je ne sais pas si je réponds à vous. Et j'ajoute un petit point sur le critère de sélection des œuvres aussi et des pièces. C'était la diversité géographique, parce qu'on ne voulait surtout pas tout à l'heure Nicole parlait d'invisibilisation, mais reconduire aussi des invisibilisations liées à la centralité parisienne qui est assez spécifiquement française. Donc tout à l'heure, QPFNL parlait de Lille, voilà, avec les manifestations féministes, bon, évidemment beaucoup de choses à Angers, dans les Pays de la Loire, mais par exemple vous avez Marseille pour la libération, je pense à la libération de Paris, mais la libération de Marseille, la photographie de Julia Pirotte, c'est vraiment fondamental à nos yeux, voilà, de diversifier ces lieux, parce qu'il y a une effervescence de ces mobilisations de femmes et de mobilisations féministes. Pour vraiment empêcher qu'on reconduise une centralisation parisienne de mauvais aloi sur ces questions-là. Il y a aussi d'ailleurs Besançon, pour citer, avec les LIP, il y a Hendaye, et là il y a la dimension internationale aussi qui joue. Et ça c'est intéressant aussi de montrer que les féministes françaises n'étaient pas sur leur petit îlot, et ça c'est bien montré aussi dans l'exposition. Est-ce qu'on peut prendre une première question dans la salle ? Directement la deuxième, la première est plus compliquée. Est-ce que vous
avez eu l'idée à un moment de montrer les anti? Je pensais avec les quelques documents sur la lutte pour l'avortement, ce qui à la même époque sortait anti-avortement. À mon souvenir, certaines des affiches ont été détournées, mais j'en ai pas conservé. Alors on a d'ailleurs dans la salle, on a Bibia Pavard qui a consacré sa thèse, Bibia qu'on a entendue tout à l'heure, mais peut-être que tu pourrais reprendre la parole notamment à ce sujet, justement à ces luttes pour la liberté de disposer de son corps et notamment la contraception et l'avortement. Donc Bibia, tu pourras y revenir. Et Christine aussi, voilà, qui est spécialiste non seulement de l'histoire des femmes, du genre, des féminismes, mais aussi des antiféminismes. C'est vrai, mais peut-être aussi que Christine, tu pourras en dire un mot, mais on ne voulait pas leur accorder trop d'importance dans cette exposition. Voilà, en fait, ils occupent déjà beaucoup de place et c'est fondamental d'en faire l'histoire, de la documenter très précisément. Et ça nous sert. Vous avez des documents comme ça. Oui, voilà, bien évidemment. Et voilà, c'est vrai qu'on a choisi deux partis pris. D'une part, de ne pas montrer tout ce qui concerne des marches conservatrices, réactionnaires, puisque des femmes dans la rue qui manifestent en hommage à Mussolini, par exemple, ça existe. Ou au pas de l'action française, des ligues factieuses, anti-républicaines, antidémocratiques, racialistes et xénophobes, et antisémites, ça existe. Et donc évidemment on y a pensé, on le dit dans les textes, mais c'est un choix. C'est pour ça que révolte, subversion, émancipation. Mais on aurait pu considérer, voilà, les femmes sont dans la rue, bah, donc on tient aussi à ce sous-titre. Et ça fera sans doute l'objet d'autres expositions. D'ailleurs, c'est un sujet en soi, beaucoup travaillé par les historiennes et historiens, entre autres, donc vous avez raison, cette question est importante. Mais c'était un autre parti pris que de ne pas leur donner trop d'importance, étant donné celle qu'ils occupent déjà. Je sais pas, Bibia, on a justement dans le fond Josie Serret du Centre des archives du féminisme, des féministes qui ont reçu des objets témoignant d'une hostilité antiféministe. Et il y a notamment des petites plaines de mort dans ce fond. Il y a quelques objets, mais on n'a pas de fond antiféministe. C'est à travers les objets reçus ou collectés par des féministes. Je pense pas qu'on... Enfin, pour le moment, c'est pas tranché, mais notre intérêt pour l'histoire de l'antiféminisme n'ira peut-être pas jusqu'à la préservation de fonds antiféministes. Je pensais surtout à mais nous, on a intérêt à garder, en tout cas, tous ces affiches détournées, ces objets, ces menaces de mort. Là, c'était une menace de mort, en fait, reçue par Josie Serret. Mais ça peut être quand même intéressant pour les étudiants et étudiantes qui n'ont peut-être pas toute cette connaissance historique, de voir que quand même, ces lettres de mort, bah, elles ont vraiment existé et que, enfin, je trouve ça intéressant effectivement de pouvoir à un moment donné trouver ce parallèle, quoi, parce que bon, pour moi, pour toi, enfin pour nous, je pense, c'est assez clair, mais de recontextualiser au regard de ce qui a pu se faire contre ces mouvements-là, je sais pas, je trouve ça aussi. Ce qui se fait encore. Ouais. Oui, ce qui se fait encore en plus, mais de recontextualiser, moi je trouve ça, enfin, je trouve que c'est une idée intéressante. On peut le voir par exemple dans des images de manifestations, là je crois pas qu'il y en ait dans celles qui sont là, mais des manifestations qui passent, par exemple je pense à des manifestations, je dis LGBTQI+, pour dire maintenant avec des gays, des lesbiennes à certaines époques, avec des gens qui les injurient. Donc on a des images de ces personnes, ou des personnes qui sont contre, ou qui vont... et c'est vrai que c'est intéressant de montrer les deux côtés. Donc ça c'est vrai qu'avec le cinéma c'est plus facile, quoi, parce qu'on a parfois, on filme quelque chose et à côté en fait on voit les gens qui sont contre et qui interagissent, quoi. Pas sur la première expo. Alors ça peut arriver aussi avec la photo, mais faire exclusivement des photos d'actions antiféministes ou autres, c'est assez désagréable. Enfin en fait c'est aussi se faire plaisir. Et ça se ressent aussi dans la pratique. Si on se sent pas bien dans un milieu hostile, forcément, le support photographique s'en ressentira. Je suis pas sûre que...
je remplis des... Et juste un mot, parce qu'on a la chance d'avoir parmi nous Serge D'Ignazio qui nous a donné beaucoup. Vous avez sans doute vu dans l'exposition un diaporama comme ça qui permet de mettre en valeur les photos de Serge qui est toujours très présent dans les manifestations, notamment les manifestations féministes. Et toi Serge, tu prends beaucoup aussi en photo les forces de l'ordre. Voilà, et ça crée des photos très fortes. D'ailleurs, il y a une très très belle photo que j'adore, que je trouve vraiment puissante et qui me fait penser à la photo de Gilles Caron de 67 à Washington. C'est une manifestante à l'occasion d'une marche contre la réforme des retraites qui est face à une rangée de gendarmes mobiles. C'est toi qui as pris cette photo parce que tu sais toujours être au bon endroit, tu circules énormément et voilà. Et donc il y a à la fois des portraits, des gestes, des attitudes de manifestantes qui sont très puissantes dans ton travail, comme dans le tien. Mais tu as aussi à cœur de filmer les CRS, la répression, voilà. Et je ne sais pas si tu veux en dire. Je voulais juste intervenir sur le précédent sujet. Sur le groupe, le mouvement Némésis, qui se disent féministes d'extrême droite. L'année dernière, ils ont défilé derrière le 8 mars, et là, ils veulent refaire aussi pareil le 8 mars. C'est des féministes d'extrême droite. Alors, comment on les qualifie exactement? Ils se disent, c'est féministes. Ils se disent qu'elles veulent. Oui, ils se disent qu'elles veulent. Voilà. Et donc là, c'est cette année, apparemment, ils veulent les faire évacuer, c'est du mouvement c'est du 8 mars. C'est l'année dernière, ils étaient protégés par les forces de l'ordre, donc ils ont pu se défiler tranquillement, en lançant leur slogan, et là ils veulent intervenir, enfin le mouvement officiel veut les virer, c'est du cortège. Comment ça va se passer? J'ai juste une question, puisqu'on parle d'antiféministes. Je voulais savoir s'il y avait eu un protocole particulier par rapport à la tenue en fait, de cette inauguration. Parce que sur Angers, enfin par rapport à votre intervention il y a quelques mois ou il y a quelques années, ça ne s'était pas passé aussi facilement. Et du coup, je voulais savoir si, voilà, pour cette inauguration en particulier, même si elle était plus institutionnelle, il y avait eu des inquiétudes ou pas. Moi, je vais donner quelques éléments en tant que directeur adjoint de la bibliothèque universitaire à l'université d'Angers depuis plusieurs années, et notamment dans toutes les universités de manière générale, en fait, au regard du risque vigilance attentat. Il y a des protocoles qui existent et en tout cas qui se traduisent chez nous à l'université par l'obligation de faire remonter aux services qu'on appelle les services centraux, en fait, et on a notamment une direction de la prévention et de la sécurité, tous les événements qu'on organise à l'université qui vont accueillir un public qui est au-delà de ce qu'on peut accueillir au quotidien. Et donc, nous, on a fait remonter cette information et au regard de la thématique féministe, de la présence sur Angers de mouvements qui ne seraient pas forcément favorables à ce type de musée, d'expérience et de manifestation. Il y a un dispositif qui est proposé par la DPS et l'Université d'Angers est aussi tenue de déclarer à la préfecture ce type de manifestation. Après, pour être tout à fait transparent, ça s'est traduit concrètement par la présence de 3 vigiles que vous avez peut-être vu ce matin. Il y en avait 2 de part et d'autre de l'exposition et un à l'extérieur. Et puis par ailleurs, la préfecture a probablement ses moyens qui tournaient sur le campus. Et il faut avoir en tête qu'il se trouve que le vernissage de l'exposition et le début de l'exposition est inscrit dans le mois du genre. Et donc c'est un mois particulier pour l'Université d'Angers où on a plein de manifestations qui ont un dispositif de sécurité qui ne correspond pas à ce qu'on peut faire quand on a des journées d'études plus classiques à l'université. Voilà. Je voudrais vous poser la question du coût ou de la gratuité que vous avez pour certaines accordée à la FEMUSE qui organisait cette exposition. Je trouve qu'il ne faut pas hésiter à parler de ces questions d'argent dans une exposition. C'est quand même aussi quelque chose qui peut bloquer l'accès à certaines œuvres. Et j'avais envie de parler de votre générosité certaine, même si vous êtes trop modeste pour en parler vous-même. Et par exemple, Serge qui nous a donné accès à toute sa base de données photographiques de manifestations,
Péfédel, enfin c'est Alice, je sais pas, j'ai pas tout en tête, mais c'est aussi grâce à votre générosité qu'on peut faire une aussi belle exposition. Et il y a une dimension de genre en même temps, il y a quelque chose qui peut être un petit peu perturbant parce que les œuvres de femmes sont insuffisamment reconnues, insuffisamment achetées, insuffisamment prêtées. Donc on bénéficie de votre générosité, on vous dit merci, merci, merci. Et en même temps, en acceptant cette générosité, est-ce qu'on ne contribue pas à entretenir un système un petit peu sexiste, un petit peu beaucoup? Même si le cas de Serge fait que mon raisonnement n'est pas tout à fait valable. Mais on pourrait parler de questions de sexe, classe, race, et à ce moment-là, peut-être que tu vas être inclus. De mon côté, c'est pas une question de générosité, c'est la générosité, c'est les luttes des femmes et des hommes qui ont lieu toutes les semaines, dans toutes les luttes. Donc moi, je ne fais que faire du clic-clac. Hein. Bon, non, je marchandise pas, mais c'est mes photos. Je trouve ça normal, il n'y a pas de... Peut-être c'est plus la question justement des militants et des militantes qui donnent leurs œuvres, les prêtent, etc. Et après, c'est vrai que c'est une vraie question, cette histoire des droits, parce que par exemple, au Centre Simone de Beauvoir, nous, on n'a pas pu donner les choses gratuitement, on a essayé de faire en sorte que ça soit possible, c'est-à-dire qu'on ne bloque jamais des prêts d'œuvres. Si c'est vraiment un tout petit truc militant, dans certains pays, on va donner gratuitement. Sinon, parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on redonne cet argent aux réalisatrices ou aux collectifs, à des ayants droit, à qui ça va permettre de continuer à faire des choses, et ça peut nous permettre aussi de les numériser, de les restaurer. C'est une vraie question, et c'est une vraie question pour les œuvres militantes. Voilà. Est-ce qu'on doit les monnayer pour que les gens qui les ont faites aussi puissent continuer à travailler? Et tu as raison de poser cette question-là, parce que souvent, c'est plus les artistes femmes, nous on le remarque aussi, qui très gentiment tout de suite disent « Ah non, non, mais de toute façon, c'est un petit truc que j'ai fait, vous pouvez l'utiliser sans payer. » Donc c'est vrai que c'est une question. Moi, pour mon cas, par exemple, peut-être parce que c'est du street art et ça a une certaine spécificité, mais déjà je ne donne pas forcément le statut d'œuvre aux photos que j'ai données. J'avais plus une démarche de documentation justement de street art qui est in situ. Et aussi parce que le street art c'est éphémère, en tout cas quand il est réalisé de manière non autorisée, illégale. Voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années le street art, il y avait des femmes street artistes qui faisaient des trucs super et elles ont arrêté de faire du street art parce qu'elles étaient un peu découragées par leur difficulté à en vivre, enfin, à être reconnues comme artistes et à justement rentrer dans des sphères où elles pouvaient être rémunérées pour leur travail ou au moins acquérir de la notoriété. Et il n'y a pas de photos de ce qu'elles ont fait dans la rue. Donc voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Voilà. Et après, à titre très personnel, mais pour les coûts, parce que là c'est vrai que c'est pas que des photos, c'est sur Dibon et en plus c'est super qualitatif, c'est très beau, je serais moi je vis pas de ma pratique artistique, donc je me sens privilégiée, j'ai une profession à côté. Marie, tu pourrais peut-être aussi nous dire comment ça se passait pour Marie-Louise Bouvier quand elle a collectionné ces objets, donc comparé avec une autre époque en fait. Ah oui. Est-ce qu'elle bénéficiait de dons ou est-ce qu'elle achetait tous ces objets que tu as inventoriés? Justement, elle achetait des fois des objets, par exemple les savonnettes. On remarque voilà, dans son petit carnet qu'elle note le prix des savonnettes. Alors, je ne sais plus exactement le montant, mais voilà. Donc elle achète en même temps qu'elle achète ses livres. Et après, elle reçoit aussi beaucoup de dons de personnes, d'entourage féministe. Par exemple, pour Hubertine Auclair, c'est la nièce d'Hubertine Auclair qui donne à Marie-Louise Bouvier voilà, à la bibliothèque, voilà, ses archives, sa bannière pour pouvoir dans l'exposition sur une photographie. Voilà. Et avec un salaire de secrétaire et en vivant dans une pièce. C'est ça. Voilà, faut voir grâce à qui quand même, grâce à qui et dans quelles conditions ces objets si précieux aujourd'hui ont été collectés et préservés. Et au prix de quel sacrifice
pour Marie-Louise Bouclé. Puis c'est la moitié du trésor féministe de la première vague, quand même. En fait, moi c'est pareil, je ne lis pas de mes photos, j'ai un travail par ailleurs. Donc, comme toi, ça me permet de faire ce genre de don militant, toujours dans le cadre du militantisme. Et aussi, pour avoir personnellement vécu la perte de photos définitivement, je sais que ces photos-là, elles vont être gardées, enfin elles seront archivées en fait, et c'est important, c'est très très important. Oui, moi c'est plus dans le cadre du militantisme que je donne les photos. Est-ce que dans la salle il y a une question? Oui. Alors j'aurais une question. En fait, l'annonce de la rencontre m'intrigue à la rencontre des œuvres. Et en fait, il m'intrigue à la fois dans la dynamique du projet de l'exposition in situ et dans la perspective du musée des féminismes. Et là où ça m'intrigue, c'est que dans ce que je comprends à mon échelle enfin, peut-être du projet, mais en tout cas de l'exposition, c'est que pour moi, un de mes plaisirs de spectatrice et de militante féministe lesbienne est situé depuis le champ de l'art contemporain. Je le dis par rapport à ma question pour qu'elle soit compréhensible. C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre, en tout cas moi je n'en sens pas, entre le document, l'objet et l'œuvre d'art. Et d'où pour moi cette sorte d'intrigue sur pourquoi la rencontre des œuvres, avec aussi l'importance qu'ont les mots dans leur définition et dans leur polysémie, mais aussi ce truc que, enfin, je l'apprends à personne, ce qui est nommé existe. Voilà, donc pourquoi ce chapeau, enfin, cette embrasse, œuvre. Pour ma part, c'est une des premières choses que j'ai apprises grâce à Christine, qui elle-même était commissaire scientifique de l'exposition de Carnavalet parisienne citoyenne. Et c'est vrai que tu m'as dit assez rapidement que le mot œuvre, moi je ne suis pas muséographe, donc je l'ignorais, le mot œuvre est utilisé en muséographie pour désigner ce que nous, on est fait comme historienne, on évoquerait plutôt comme des documents, comme vous venez de le dire, des sources, des pièces, voilà. Mais c'est aussi l'idée d'ouvrage, quoi. Voilà, mais c'est très intéressant la réflexion que vous menez à l'instant sur aussi un refus de hiérarchiser et de distinguer les statuts. Moi, il me semble que là, dans cette exception, c'est plus lié aux pratiques muséographiques. Je ne sais pas si l'école souhaite en dire un mot. Non, mais ce que j'aime bien, c'est le mot rencontre, parce que quand on a fait la collecte, la récolte on l'appelait, pardon, la récolte féministe. Si vous ne l'avez pas vu, on l'a mis sur notre page Vimeo, en fait, vous pourrez voir un peu comment ça s'est passé. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il y avait la rencontre avec des objets ou des œuvres et avec des personnes. Parce qu'il y avait ce que tu évoquais tout à l'heure, Christine, la grande générosité. Tout d'un coup, tout le monde envoyait des mails en nous disant « Alors moi d'ici, ça chez moi j'ai ça dans ma cave, ça je vais l'amener ». Enfin, on s'est retrouvés, enfin surtout les personnes du planning familial à Paris qui ont recueilli un certain nombre d'œuvres, se sont retrouvés avec des trucs énormes dans tous les sens, de toutes les tailles. Et donc il y avait pas seulement les objets, mais il y avait aussi les personnes. Donc c'est une rencontre en fait aussi humaine avec des personnes qui tout d'un coup sentent l'importance de montrer à d'autres, mais aussi de ce que tu disais pour ton travail, c'est-à-dire de préserver, de savoir que ça va rester, parce qu'on a parlé de transmission là, tout à l'heure en début d'après-midi, et bon, Christine le sait, moi je parle toujours aussi d'appropriation, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui transmettent, et puis il y a ceux qui vont s'approprier, ceux et celles qui vont s'approprier en fait des choses du passé ou des choses plus contemporaines. Donc la rencontre pour moi elle marche en fait humainement et avec les œuvres.
Moi, je pourrais peut-être ajouter un mot. Moi, je viens des musées. Et donc, œuvres et documents, pour moi, c'est quelque chose de très différent. Et c'est un des enjeux entre des archives du féminisme et un musée des féminismes. C'est-à-dire qu'en musée, on parle par exemple de collections documentaires. C'est des choses qu'on ne va pas mettre à l'inventaire, qui ne sont pas des œuvres, pour nous, à proprement parler. C'est des choses dont on se demande si ça doit devenir des œuvres. Et devenir une œuvre, ça veut dire être inventorié et être conservé à jamais, être inaliénable quand il s'agit de collections publiques. Donc c'est un acte, d'abord c'est un acte juridique, et c'est un acte qui engage le propriétaire de façon incroyable. Alors qu'un document, une collection documentaire, ce qui n'est pas la même chose qu'un document, et une archive aussi, elle se conserve, donc c'est subtil toute cette histoire. Mais une collection documentaire, on en parlait il y a à peu près 5 minutes avant que Damien ne prenne le rôle qu'il a actuellement. Ça va être ce moment qui va être crucial dans le cadre de la création de ce musée, ce moment où on se pose un peu et on se dit, est-ce qu'on fait rentrer cette œuvre dans les collections et dans un inventaire de musée? Et on est passé cette première exposition et passé quelques acquisitions qui ne font aucun doute, comme moins bien, je le porte tellement ce tableau de Maria Véronne qu'on ne voit plus la beauté du tableau. Ce tableau-là, évidemment que ce sera la première pièce de l'inventaire, je pense, enfin je ne veux pas parler trop vite sans avoir le blanc-seing des présidentes, mais ce sera sans doute la première œuvre de l'inventaire. Oui, c'est vrai que c'est à la présidente de l'université que je devrais demander l'autorisation, parce que ce sera sans doute la première œuvre de l'inventaire du musée. Mais donc là pour moi, juste techniquement, hein, c'est pas aussi essentiel, mais je voulais apporter un éclairage technique du musée. Je fais une différence entre ce qui est d'ordre documentaire, qu'on va numériser, qu'on va reproduire, qu'on va expliquer, mais dont on ne va pas forcément sanctuariser une forme. Voilà. Et c'est vrai que c'est une question qu'on est en train de se poser avec Nathalie Clot et Damien Amar notamment, sur les collections, notamment de cette fabuleuse collecte, effectivement. Est-ce que ça va au CAF? Est-ce que ça va, certains sont vraiment des constructions, des objets? Est-ce que la différence, ça c'est une mauvaise différenciation, mais je l'évoque. Est-ce que c'est les objets au musée, les documents 2D aux archives? Certainement pas, ce serait une distinction qui serait idiote. Mais c'est vrai que c'est une tentation qu'on a tous dans les musées, les archives, on donne le papier, les photos aux archives et on prend les objets dans les musées. Mais ça ne tient pas sur notre sujet. Et donc c'est vrai que cette classification-là va être très, très importante et très cruciale, je pense, dans les mois qui viennent. Je vais avoir le rôle de devoir arrêter maintenant la session pour laisser la parole aux intervenantes suivantes. Et je vous remercie. Merci.